Et si ce que vous prenez pour votre solitude n'était pas un fardeau, mais un acte silencieux de survie? Ce refus obstiné de vous contenter d'un destin préfabriqué, cette résistance à suivre le chemin tracé par d'autres, ce refus de vous dissoudre dans l'existence d'autrui. Et si c'était là votre plus grand courage? Il existe en vous une force qui sait parfaitement ce qu'elle fait, même quand votre esprit doute. Carl Jung, l'homme qui a osé plonger dans les profondeurs les plus opaques de l'âme humaine, a passé sa vie à interroger ce paradoxe. Comment rester fidèle à soi-même, même au cœur des liens les plus intimes? Mais parfois, cette fidélité vacille. Vous vous réveillez un matin, le cœur lourd, et vous réalisez une vérité glaciale. La femme que vous aimez n'a jamais vraiment existé. Vous l'avez façonnée vous-même, pièce après pièce, à partir de vos manques et de vos désirs. Vous avez pris les ombres de votre inconscient, leur avez donné un visage, un corps, une voix, et vous avez appelé cela l'amour. Jung donnait un nom à cette apparition, l'anima. Elle n'est pas une femme réelle, elle est la partie de vous-même que vous n'avez jamais développée. Intuition, sensibilité, mystère, tout ce que vous croyez trouver chez l'autre est en réalité ce que vous n'avez pas osé nourrir en vous. Et lorsque vous croisez une femme qui semble incarner ces fragments oubliés, quelque chose de primal s'éveille. Vous croyez tomber amoureux d'elle, mais en vérité, vous tombez amoureux de votre propre reflet complété. C'est là que le piège se referme, car dès cet instant, vous commencez à dépendre d'elle pour sentir que vous existez pleinement. Un silence de sa part, et vous vous sentez amputé. Une distance, et votre monde vacille. Sans elle, c'est le retour brutal au vide familier que vous n'avez jamais osé affronter seul. Le drame, ce pouvoir, vous le lui donnez sans qu'elle l'ait demandé. Vous la chargez d'une mission impossible. Maintenir vivante l'illusion que vous êtes entier grâce à elle. Vous pensez être romantique en lui disant « tu me complètes », mais en réalité, vous l'emprisonnez dans une condamnation à perpétuité, celle d'être responsable de votre complétude. Et quand inévitablement, elle se montre humaine, imparfaite, vulnérable, parfois distante, vous vous sentez trahi, pas par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle n'a jamais promis d'être. Le plus cruel, c'est que cette quête censée vous libérer de la solitude vous y enchaîne encore plus. Vous ne la voyez pas elle, vous contemplez sans le savoir votre propre reflet. Vous partagez le lit d'une ombre. La vérité est dure. Aucune relation ne peut vous donner ce que vous n'avez pas appris à trouver en vous-même. Tant que vous ne devenez pas entier par vos propres forces, vous resterez dépendant, fragile et vulnérable aux illusions les plus séduisantes. Et alors, une autre question surgit, plus dérangeante encore. Que se passe-t-il le jour où vous parvenez enfin à cette complétude intérieure, mais que le monde autour de vous exige que vous la sacrifiez pour entrer dans le moule rassurant de la vie normale? Lorsque vous touchez du doigt cette sensation rare, être entier par vous-même, ressentir que rien ni personne n'a besoin de venir combler un vide en vous, vous pensez avoir franchi la plus grande étape de votre vie, vous croyez avoir gagné. Mais c'est à ce moment précis que la vraie épreuve commence. Le monde n'aime pas les hommes libres, il préfère les hommes prévisibles. À peine commencez-vous à savourer le calme de votre propre compagnie que la machine sociale se met en marche pour vous ramener dans ses rangs. Les questions arrivent, insidieuses. Les amis demandent « Alors, tu comptes te poser quand ?» Les parents laissent échapper des phrases comme « On aimerait bien voir des petits-enfants avant de partir ». Les collègues vous regardent de travers quand vous expliquez que vous ne cherchez pas forcément quelqu'un. Et derrière ces remarques apparemment bienveillantes, il y a une injonction claire. Abandonne ta liberté pour entrer dans le rôle qui te revient. Car notre société ne tolère pas longtemps ceux qui choisissent de rester seuls par conviction. Elle a fait du couple et surtout du mariage la norme suprême, le sceau de la réussite personnelle. Peu importe que vous soyez en paix avec vous-même, tant que vous n'êtes pas installé avec quelqu'un, vous restez, à ses yeux, incomplet. Jung savait que cette pression n'est pas innocente. Elle est l'expression d'une peur collective, la peur de la solitude, non pas la vôtre, mais celle de tout un système qui ne sait plus exister sans dépendance mutuelle. On ne célèbre pas le mariage parce qu'il crée les connexions humaines les plus profondes.
On le célèbre parce qu'il crée les citoyens les plus dociles. Un couple stable, c'est prévisible. Prévisible, c'est contrôlable. Et contrôlable, c'est rentable. Pensez au langage que l'on utilise. Un homme seul est instable, immature, phobique de l'engagement. Une femme qui refuse de se définir par un compagnon est égoïste, froide ou pire, dangereuse. Ces jugements ne sont pas des constats neutres. Ce sont des armes, des projectiles lancés par ce que Jung appelait l'ombre collective, la partie cachée de la société, celle qui craint par-dessus tout l'individu complet et autonome. Car l'homme complet ne se laisse pas acheter par les mêmes promesses. Il n'a pas besoin d'une promotion pour prouver qu'il peut subvenir aux besoins d'une famille. Il ne se jette pas dans des achats compulsifs pour séduire. Il ne reste pas coincé dans un emploi vide de sens juste pour payer un crédit commun. En réalité, il devient une menace pour tout un système bâti sur le manque. C'est pour cela que la pression sociale se déguise en amour. Votre mère n'essaie pas consciemment de brider votre évolution quand elle vous demande si vous avez rencontré quelqu'un de bien. Elle exprime la peur apprise que la solitude équivaut à l'échec. Vos amis ne pensent pas vous nuire quand ils organisent un dîner où l'on vous présente quelqu'un. Ils cherchent simplement à vous ramener dans le cercle rassurant qu'ils connaissent. Mais à force de vouloir vous adapter, vous risquez de vous trahir. Vous commencez à porter un masque. Jung l'appelait la persona. Ce masque est poli, apprécié, conforme. Il est celui du mari idéal, du compagnon rassurant, du gendre parfait. Et derrière lui, le vrai vous commence à étouffer. Au début, c'est subtil. Vous remplacez le « je » par le « nous ». Vous demandez avant de décider. Vous évaluez vos choix en fonction de ce qu'un bon conjoint ferait. Petit à petit, la voix intérieure qui vous guidait se tait, remplacée par le bourdonnement constant des attentes des autres. La société applaudit, vos proches vous félicitent, vous avez enfin trouvé votre place. Mais à l'intérieur, quelque chose meurt. Le feu qui animait votre curiosité, votre désir d'explorer, votre goût pour le risque, se change en braise à peine visible. Vous découvrez que le confort est aussi une prison. Et vous vous surprenez à vous demander « Est-ce vraiment cela, vivre ?» Cette prison est d'autant plus dangereuse qu'elle est dorée. On vous récompense pour y rester. Statut social, stabilité financière, approbation générale. Et pourtant, dans le silence des nuits, vous sentez l'écho d'un manque, le murmure d'un autre chemin que vous n'avez pas pris. Car avant de promettre votre vie à quelqu'un, encore faut-il savoir qui vous êtes vraiment. Et cette découverte, aucune relation ne peut la faire à votre place. À un moment, la question ne peut plus être repoussée. Elle se glisse dans vos pensées au réveil, elle vous suit dans les couloirs du travail, elle vous hante dans le silence de la nuit. Est-ce que la vie que je mène est vraiment la mienne ou seulement celle que l'on attendait de moi? Jung appelait cela l'impératif d'individuation, l'appel intérieur qui vous pousse à devenir qui vous êtes réellement, même si cela signifie marcher à contre-courant de tout ce que l'on vous a appris. Le problème, c'est que cet appel entre souvent en collision frontale avec ce que la société célèbre comme réussite. Le mariage, dans sa forme la plus conventionnelle, n'est pas seulement un engagement, c'est un pacte tacite avec l'ordre établi. On y sacrifie, parfois sans s'en rendre compte, une partie de sa liberté intérieure pour préserver l'harmonie extérieure. Vous ne vous enchaînez pas toujours par amour. Parfois, c'est par peur de décevoir, par refus de passer pour égoïste, ou simplement parce que vous avez glissé dans ce rôle sans jamais le questionner. Et là se trouve la tragédie. Ce n'est pas que les hommes choisissent consciemment de renoncer à eux-mêmes, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils avaient le choix. Vous vous retrouvez alors comme ce roi des légendes anciennes, assis sur un trône brillant, mais porteur d'une blessure invisible. De l'extérieur, tout semble parfait. Belle maison, respect de vos pères, vie bien rangée. Mais à l'intérieur, le vide s'installe. Ce n'est pas l'amour qui manque, mais cette intensité primitive, cette connexion à votre propre force vitale. Et ce vide ne se remplit pas avec plus de confort, plus de reconnaissance ou plus de sécurité. Car ce que vous avez perdu n'est pas matériel, c'est l'accès à votre essence. Pour le retrouver, il faut oser ce que peu d'hommes tentent, s'exposer à soi-même, sans masque, sans distraction, sans témoin,
Cela signifie affronter ces parties de vous que vous avez projetées sur l'autre, votre colère, votre fragilité, vos désirs inavoués. Cela signifie reconnaître que souvent ce qui vous irrite le plus chez votre partenaire n'est que le reflet de ce que vous refusez d'admettre en vous. Mais pour entreprendre ce travail, il faut de l'espace, du vrai. Pas une heure volée entre deux obligations, pas un week-end de pause, un espace où personne n'attend rien de vous, où votre esprit n'est pas tendu vers l'extérieur, mais tourné vers l'intérieur. C'est là que l'homme rencontre enfin son ombre, et c'est là aussi qu'il cesse d'exiger de l'autre, qu'il comble ce qu'il a lui-même abandonné. Car au fond, l'amour véritable ne naît pas de deux êtres incomplets qui se complètent, mais de deux êtres entiers qui choisissent de marcher côte à côte. Ce choix-là est rare, car il exige que chacun ait d'abord affronté ses propres démons avant d'offrir sa lumière à l'autre. Alors, l'ultime question se pose. Prendrez-vous le risque d'être vous-même, même si cela vous coûte la compréhension des autres? Ce choix n'est pas confortable. Il peut vous isoler, il peut vous faire perdre ce que vous pensiez acquis, mais c'est aussi celui qui vous rend vivant. Un jour, vous comprendrez que la véritable intimité n'est pas de s'accrocher à quelqu'un pour ne pas tomber, mais d'apprendre à marcher seul, pour que si un autre marche à vos côtés, ce soit par pure liberté et non par nécessité. Et ce jour-là, vous n'aurez plus besoin que l'on vous dise qui vous êtes. Vous le saurez, parce que vous l'aurez choisi.